La porte d'entrée de la relation à l'argent, pour moi, elle me fascine, elle me passionne parce qu'elle permet de rencontrer l'être humain à un niveau de profondeur insoupçonné. C'est-à-dire que pour beaucoup d'êtres humains, il y a une histoire de vie ou de mort qui se joue avec l'argent. Il y a une question d'estime de soi qui est quand même aussi une relation très intime qu'on a avec soi-même. Ça parle aussi de l'amour de soi, pour moi aussi, dans la capacité à se faire plaisir, à se donner de la valeur, à être bienveillant et doux avec soi-même, y compris avec son argent. Donc, si tu veux, on n'est pas à un niveau superficiel. L'argent peut pas être quelque chose de superficiel, mais du fait que on donne tellement de pouvoir à l'argent, ça vient rencontrer des parties très intimes. Et ce que j'aime beaucoup à travers ce thème, c'est que quand on transforme son rapport à l'argent, on a surtout transformé quelque chose en soi d'important, parce que j'ai pas trouvé de meilleure piste que passer par plus d'amour de soi pour avoir un meilleur rapport à l'argent. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur 2, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast, ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Demain. C'est quoi votre relation à l'argent ? Moi, c'est un sujet qui me passionne et me questionne depuis plusieurs mois, et j'avais envie d'en parler avec un expert en la matière, en la personne de Christian Junod. Ancien économiste et banquier, Christian a complètement réorienté sa carrière pour accompagner celles et ceux qui cherchent à apaiser leur relation à l'argent. Et dans cet épisode, il nous raconte son parcours, les rencontres marquantes qui ont changé sa vision, notamment celle avec Peter Koning, et pourquoi l'argent est devenu une thématique centrale dans son travail. Ensemble, on explore les comportements qu'on adopte face à l'argent et ce que ces attitudes révèlent souvent sur nous-mêmes. Christian aborde aussi les mécanismes psychologiques derrière notre rapport à l'argent, que ce soit en lien avec la sécurité, la liberté ou l'estime de soi. Et on parle de la pression particulière que ressentent les hommes, souvent pris dans ce rôle traditionnel de pourvoyeur, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur leur bien-être et leur équilibre. Cet épisode est une vraie invitation à réfléchir sur vos croyances, à déconstruire ce qui ne vous sert plus, et à transformer votre rapport à l'argent pour une vie plus sereine et alignée. Bonne écoute. Bonjour Christian. Bonjour Loïc, ça va ? Bien et toi ? Ça va bien, je te remercie. Un petit peu fatigué, c'est le mois de juillet, mais le moral est bon en tout cas. Ouais, comment tu te sens ? Quelle est ta météo du moment ? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit peu un retour de manivelle. J'ai eu un deuxième trimestre extrêmement occupé. J'ai beaucoup voyagé, même un peu trop, à vrai dire. Et puis, en plus, on a des inondations dans la maison, donc on a vraiment du gros travail. Donc, c'était un peu beaucoup, un peu too much, là. Et là, c'est comme si, au moment où je peux me poser un peu, il y a toute la fatigue qui arrivait à ce moment-là. Ouais. La fatigue, j'entends, qui était sous-jacente et puis qui d'un coup, hop, je suis là, je suis présente. Voilà, c'est vraiment ça. D'accord, merci. Bah écoute, moi je suis en joie. Ouais, bah écoute, ça va. Un peu de fatigue aussi, mais de la joie. Il y a de la légèreté après quelques temps troubles pour ma part. La légèreté, de la joie qui revient avec cet été aussi, et puis aussi de la joie de t'accueillir pour ce premier épisode de la 3e saison. Et donc je suis content de t'avoir, et encore merci d'avoir répondu
à l'appel parce que je sais que tu es très sollicité pour cette thématique qu'on va aborder. Et comment tu te présentes toi, Christian? Comment tu te présentes au monde? Ouais, ça c'est intéressant parce que souvent on me dit à la question dis-nous qui tu es, on dit ce qu'on fait. C'est souvent ce Oui. qui se passe. Et c'est comme si notre identité c'était ce que nous faisons. Alors j'ai envie de parler d'abord d'un peu de l'être, peut-être, en tout cas, ou Mhm. tenter d'en parler. Dans le sens que je suis quelqu'un alors, comme chacun d'entre nous, tous en chemin, mais je dirais qui tente autant que possible de faire un chemin un tant soit peu éveillé, Mhm. de mettre de la conscience sur ses faits et gestes, d'apprendre des moments un peu plus compliqués, que ce soit relationnel, que ce soit dans le cadre de mon business, familial, enfin, quel que soit l'endroit. Et voilà, c'est dans ce sens-là que je vois vraiment la vie comme un terrain de jeu, un terrain d'aventure. Et je dirais derrière tout ça, il y a deux, trois valeurs qui me sont chères. Une, je sais pas si c'est une valeur, mais je pense quand même que c'est une notion de contribution. C'est vraiment quelque chose que je porte très fort en moi. Cette notion de contribution qui parfois peut dire presque une forme d'obsession, ce qui est toujours un petit peu limite. Et puis j'aime beaucoup la notion de proximité, de chaleur humaine, voilà, d'authenticité. Voilà, j'ai vraiment, je mets de l'importance sur la qualité des rencontres, la qualité des relations avec les amis, les proches, mais aussi avec les personnes que je rencontre en atelier aussi. Quels ateliers? Tu C'est parles vrai, d'ateliers? oui, oui, c'est vrai, ça j'ai pas dit. Donc, alors, les ateliers sont en général sur le rapport à l'argent, la plupart du temps, que ce soit pour les professionnels, que ce soit pour tout public, que ce soit des conférences. Je fais aussi des ateliers sur un autre thème qui s'appelle les principes sources, qui parle de la manière d'appréhender les projets et de comprendre quelques principes essentiels je dirais, à une bonne fluidité dans les projets et surtout quand on travaille en équipe. Donc, j'appelle ça atelier. J'aurais pu appeler ça formation, séminaire, mais atelier parce on met un peu les mains dans le cambouis, symboliquement parlant. Mhm. Et puis, moi, j'ai choisi le rapport à l'argent parce que effectivement, parce que ça m'est tombé dessus, d'une part, et puis ça s'est avéré comme une évidence à un autre moment. Et puis surtout, ça m'a permis de réconcilier mon passé que je croyais être un peu une fausse route, une erreur, soit économiste de formation et 23 ans dans une grande banque, dont 17 ans comme conseiller en placement. Et puis tout à coup, à l'intérêt d'accompagner les êtres humains, je pensais faire vraiment autre chose que la relation à l'argent dans un premier temps. Puis ça m'a rattrapé à travers une rencontre. Mhm. Et puis ça s'est comme imposé à moi. C'est comme si, tu vois, la vie m'avait amené à dire, OK, t'es entré à la banque à reculons parce que tu trouvais pas de boulot et quelque part, nous on savait pourquoi, tu vois. Toi tu sais peut-être pas, mais nous on savait. Et que ça allait être très utile plus tard quand tu serais mûr et prêt. Voilà, c'est un petit peu l'histoire que je me raconte de tout ça. Mais en tout cas, je crois beaucoup à la magie de la vie, effectivement, à la magie des rencontres, aux choses tellement improbables et qui arrivent quand même. Voilà, je crois beaucoup Mhm. à ça et ça m'émerveille beaucoup. Mhm. Tu parles d'une rencontre qui a changé ton chemin, on va dire, en tout cas qui est venue, on va dire, changer peut-être la direction de ton chemin. Est-ce que tu peux nous en parler si c'est ok Bien pour toi? sûr. Bien sûr, il y en a eu plusieurs, mais celle à laquelle je fais allusion, c'est celle de Peter Koenig. Mhm. Donc, il y a une autre rencontre avant qui était importante, c'est celle de Thomas Dassembourg sur la communication violente. Et grâce à cette rencontre avec Thomas qui m'a amené à la CNV, je suis allé voir Marshall Rosenberg, son fondateur, dans un atelier important, un long atelier qui était vraiment très très bousculant pour moi. Et dans ce cadre-là, c'était pas au programme. Tout à coup, un matin, on dit, il y a un gars qui a fait une conférence ce soir. C'est Peter Koenig sur la relation à l'argent, dont je suis encore banquier à l'époque. Et je n'ai jamais entendu parler de relation à l'argent. C'est un non-thème, y compris dans les banques, alors que nous sommes confrontés à ça au quotidien. Et Peter a mis des mots sur mon vécu avec l'argent, a mis des mots sur mes peurs, a mis des mots sur mes comportements. Et c'est comme ça que peu après, je lui ai demandé de devenir son organisateur en Suisse francophone, d'organiser ces ateliers de 2 jours qu'il faisait. Et c'est comme ça que, sans le savoir encore à ce moment-là, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, en fait, dans le sens que j'ai organisé 7 ateliers pour lui. Et je les ai tous suivis de A à Z, tellement je trouvais ça fascinant. Mhm. Et sans le vouloir, parce que pour moi, c'était le maître, en quelque sorte, qui avait fait des 7 ans de recherche à plein temps là-dessus, qui intervenait dans 3 langues, dans 10 pays. Enfin, tu vois, c'était le maestro, quoi. Et jusqu'au jour où il m'a dit, au début que j'étais indépendant, après avoir perdu mon job suite à la crise subprime, il m'a dit, c'est bon, Christian, tu peux aussi le faire. Et c'est intéressant parce que, si tu veux, il m'a comme poussé dans le dos gentiment, tu vois, vraiment en douceur, mais il m'a donné confiance et
Et Peter a quoi, peut-être, je pense une douzaine d'années de plus que moi à peu près. Mais il y avait quelque chose aussi du paternel vis-à-vis de son fils, peut-être, tu vois, ce que j'ai peut-être pas vraiment reçu clairement de mon père, lui, il l'a fait, en quelque sorte. Et ça a été un geste important pour moi, parce que c'est vraiment une autorisation qu'il m'a donnée, mais aussi une confiance qu'il m'a donnée derrière. Et aujourd'hui, à l'entendre, je suis son meilleur ambassadeur dans le monde, donc ça me réjouit beaucoup. C'est aussi une manière de redonner ce qu'il m'a donné. J'ai tellement reçu aussi que je suis extrêmement heureux de le faire connaître, de déployer ses travaux de recherche et ce qu'il a fait aussi, en tout cas en francophonie en ce qui me concerne. Mmh. Oui, quand tu t'en parlais au début, c'est l'image du père qui m'est venue, effectivement. Et ouais, et tu parles de rapport, de relation à l'argent. En quoi on a une relation à l'argent? Bah, tu sais, au fond, on a une relation à tout, j'ai envie de dire, à la nature, à notre véhicule automobile, à la vie, à la mort, évidemment aussi. Mais je dirais nous avons tous un rapport à l'argent. Une relation à l'argent, ça parle juste quoi? Ça parle juste de nos comportements avec l'argent. Qu'est-ce qui fait que certains épargnent frileusement et n'osent pas dépenser leur argent, alors que d'autres claquent leur argent dès qu'il arrive à eux. Donc tu vois, ça, comment est-ce qu'on peut avoir peur de manquer quand on est multimillionnaire? Ce que j'ai vécu X fois dans mon métier de banquier, tu vois, mais même maintenant je le vois encore, aussi dans mes ateliers aussi. Alors que d'autres qui n'ont peut-être pas d'argent n'ont pas peur de manquer. Donc tu vois, il y a tellement de comportements qu'on peut essayer de mettre des mots dessus, de voir ce qu'il y a derrière, en l'occurrence. Et ça, c'est ce que je fais. Mais simplement, la porte d'entrée de la relation à l'argent, pour moi, elle me fascine, elle me passionne, parce qu'elle permet de rencontrer l'être humain à un niveau de profondeur insoupçonné. C'est-à-dire que pour beaucoup d'êtres humains, il y a une histoire de vie ou de mort qui se joue avec l'argent. Il y a une question d'estime de soi, qui est quand même aussi une relation très intime qu'on a avec soi-même. Ça parle aussi de l'amour de soi, pour moi aussi, dans la capacité à se faire plaisir, à se donner de la valeur, à être bienveillant et doux avec soi-même, y compris avec son argent. Donc, si tu veux, on n'est pas à un niveau superficiel. L'argent peut pas être quelque chose de superficiel, mais du fait que on donne tellement de pouvoir à l'argent, ça vient rencontrer des parties très intimes. Et ce que j'aime beaucoup à travers ce thème, c'est que quand on transforme ce rapport à l'argent, on a surtout transformé quelque chose en soi d'important, parce que j'ai pas trouvé de meilleure piste que passer par plus d'amour de soi pour avoir un meilleur rapport à l'argent. Et de pouvoir faire des ateliers où les gens sortent avec un peu plus d'amour d'eux-mêmes, je trouve que c'est merveilleux, quoi. Si je peux être contribuer à ça, en tout cas, moi, ça me met en joie. Tu dans ton bouquin, dans ton livre qui s'appelle ce que l'argent dit de vous, tu parles t'as commencé un peu à l'évoquer, tu parles de 3 monnaies attitudes. Quelles sont-elles? Est-ce que tu peux nous les résumer? Oui, okay, tout à fait. Alors peut-être juste pour comprendre ça, c'est important de voir que on ne voit pas l'argent pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on l'argent est un support, un écran de projection. Mais comme nous sommes aussi des écrans de projection. Hein, les gens projettent des choses sur nous, qu'on le veuille ou non, quoi. Alors moi, je dis l'argent est comme un écran de projection blanc, comme un écran de cinéma sur lequel chacun va projeter ses propres images. Et certains vont projeter des images, vont dire ah ben oui, l'argent c'est la sécurité, l'argent c'est la liberté. L'argent, c'est le bonheur, c'est le confort de vie, c'est les possibles. Puis d'autres vont dire, ben non, l'argent, c'est source de conflit, l'argent, c'est sale, l'argent, c'est l'injustice, l'argent, c'est la cause des problèmes dans le monde. Donc, tu vois, ce sont des images tout à fait différentes qu'on va projeter sur l'argent. Et je mets ça avant parce que c'est, au fond, le moteur de nos comportements avec l'argent, ce sont nos projections sur l'argent. Je vais me comporter très différemment si je pense qu'argent égale sécurité ou si je pense qu'argent égale source de conflit, pour prendre cet exemple. Donc, ces mouvements, ce que j'ai décrit, que j'ai donné des noms pour le livre, mais c'est Peter qui les a mis en mots. Hein. Le premier, c'est le mouvement écureuil, c'est ceux qui ont tendance à vouloir accumuler, mais j'ai accumulé dans le sens épargner, faire des réserves en quelque sorte. Et le montant est pas important, parce que certains qui ont très peu d'argent vont mettre des pièces dans une boîte, ce sont déjà des réserves importantes pour eux à leur niveau. Alors que pour d'autres, ça se passe en 100, en 1000, en dizaines de millions, en millions, en dizaines, centaines de millions. Mais c'est le même principe. Et à un moment, c'est des vigilances à faire en sorte de dépenser moins que je gagne. Et donc, arithmétiquement, c'est une loi. On économise, on accumule. Et là-dedans, certains vont s'offrir des plaisirs quand même, tout en étant vigilants. Puis d'autres sont très rigides sur zéro plaisir. Tout est calcul, tout est contrôle, si on veut. Alors c'est le même mouvement, mais c'est pas la même vie, parce que ceux qui sont dans la rigidité extrême, j'en ai connu parmi mes clients, ont une vie d'une pauvreté inimaginable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour le plaisir, la joie, il y a que
Bah, derrière ce calcul et contrôle, c'est que de la peur, c'est rien d'autre en fait. Donc, dans le mouvement écureuil, on est écureuil si on a une ou plusieurs projections uniquement positives sur l'argent. Sécurité, liberté, autonomie, indépendance, je ne sais quoi. Parce qu'on va créer une croyance qui est plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure, plus j'aurai d'argent, plus je serai libre. Ça, c'est la croyance inconsciente que la plupart des personnes pourraient avoir. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement des repousseurs. Les repousseurs, eux, ont tendance à avoir des comportements qui fait que l'argent n'arrive pas à eux. L'argent pourrait venir à eux, mais ils ne font pas ce qu'il faut pour cela, consciemment ou inconsciemment, souvent. Par exemple, c'est des personnes, j'ai connu des personnes qui font du très bon job, très bon boulot, et qui ne facturent pas. Si je facture pas, ben l'argent va pas venir. Qui ne contrôlent pas les rentrées d'argent, qui ne réclament pas, ils font pas de rappel, tu vois. S'ils ont prêté de l'argent, ils vont pas le réclamer non plus. Qui vont mettre des prix trop bas, qui vont faire plein de gratuités, enfin voilà, ou qui auraient droit à des soutiens financiers de différentes formes, et ils ne font pas les démarches qu'il faut pour que l'argent vienne à eux. Donc ils ont toutes sortes de comportements qui sont ce qu'ils sont, ça j'ai pas à les juger, mais qui fait que ces gens-là sont plutôt dans la galère financière parce que ils n'attirent pas assez d'argent. Parfois ça peut être compensé par un ou une partenaire de vie. Et donc eux, ils sont repousseurs parce qu'ils ont au moins une projection négative sur l'argent. Donc, si je pense que l'argent c'est sale, c'est assez logique que j'essaie pas d'attirer quelque chose à moi que je vois comme sale ou comme injuste, parce que je veux pas être créateur d'injustice, donc je veux pas attirer d'argent à moi. Donc, ces personnes sont un peu déchirées parce j'aime pas l'argent, mais en même temps, sans argent c'est compliqué, donc j'essaie quand même d'en faire venir un petit peu, mais globalement c'est un peu la galère. Et puis le troisième mouvement, c'est le mouvement des montagnes russes. Les montagnes russes sont ceux, comme le nom l'indique, qui ont des hauts et des bas. Les hauts, c'est un peu comme le mouvement écureuil, c'est j'économise. Mais après, les bas, c'est important de voir que les bas sont pas des bas choisis, ce sont des bas subis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent c'est dingue, dès que j'ai un certain niveau d'économie, il m'arrive une tuile, un problème dans la maison, dans l'appartement, le moteur de la voiture qui pète, une facture non prévue. Enfin, c'est pas, tu vois, c'est pas que j'utilise pas cet argent pour me faire plaisir. D'un coup, l'argent fout le camp d'une manière comme ça. Il y a d'autres qui me disent dès que j'ai un peu d'argent, un certain montant d'argent, c'est plus fort que moi, je le claque. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est comme ça me brûle les doigts. Je dois m'en débarrasser. Il y a ceux qui vont effectivement prêter de l'argent à des gens malhonnêtes, peu de confiance, qui vont jamais rembourser. Il y a ceux qui vont investir leur argent auprès de gens aussi qui font de la fraude, et il y en a beaucoup aujourd'hui sur Internet, et qui vont perdre leur argent comme ça. Mais ça peut être une faillite, ça peut être un accident de vie, un divorce qui se passe mal. Donc quelque part, tu vois, il y a cette phase de rose, puis qu'on retombe à zéro. Et là, peut-être pour certains, ça peut arriver de manière assez récurrente. Puis pour d'autres, ça peut arriver 2-3 fois dans une vie. Mon père a fait 2 faillites, c'était vraiment ça. C'était hop, ça se passe bien, une faillite, on retombe à zéro, et ça se passe bien, on refait une faillite, on retombe à zéro. Par exemple, et j'ai même vu des clients, des gens aussi, pas seulement des clients, et à la banque, mais dans les ateliers aussi, dont eux ou les parents ont dû fuir un pays en guerre, ont tout laissé sur place et on repart à zéro. Tu vois. Donc, quand on est montagne russe, ça veut dire qu'on a au moins une projection positive sur l'argent, on a au moins une projection négative sur l'argent. Donc, c'est j'aime et j'aime pas l'argent en même temps. Et en fonction de là où on est en lien avec l'argent, des périodes en phase d'économie, c'est plutôt la projection positive. Puis des moments inconsciemment, on est en lien avec la projection négative, puis waouh, on se débarrasse de son argent. C'est marrant quand je lisais donc ce chapitre sur les monnaies attitudes et ces 3 profils que tu viens de nous décrire. Je sais pas si on t'a déjà fait la remarque ou si ça, voilà, mais ça m'a fait penser, et c'est en lien un peu avec le dernier épisode que j'ai fait il y a quelques semaines, qui est sur le couple et qui est sur les liens d'attachement. Et moi, dans l'écureuil, dans le repousseur et le montagne russe, j'y ai vu comme dans les liens d'attachement insécures, l'anxieux, le fuyant et le désorganisé. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a fait là? Alors, au moment où tu le dis, oui, mais j'ai pas fait le rapprochement avec ça, mais au moment où tu le dis, oui, je peux tout à fait voir mais si tu veux, parce que finalement, l'argent, c'est une relation. Alors, une relation un peu singulière parce que c'est pas une personne, mais certains la personnifient, Il y a des personnes qui me disent, ah non, mais l'argent ne veut pas de moi. Tu vois, des trucs comme ça, moi, qui me font rire aussi. L'argent, t'es une personne qui faisait des choix, tu vois. Dit, si tu mettais les choses à l'envers, ce serait peut-être plus constructif. Penser que tu es une victime de l'argent. C'est quoi les plus grosses croyances ou les croyances les plus régulières qui reviennent autour? Tu les as déjà un peu décrites, mais t'as parlé de liberté. Oui, non, mais il y en a une que j'ai pas décrite très, très claire. La croyance largement numéro 1, dès qu'il s'agit d'argent, c'est il faut travailler dur, beaucoup, longtemps pour gagner de l'argent. Ça, c'est vraiment la croyance numéro 1. Cette notion de pénibilité pour avoir de l'argent. Et même les personnes qui, d'un coup, le reçoivent sous forme de
de succession, donation ou autrement encore, sans avoir travaillé, sont parfois tout perdus, n'osent parfois pas l'utiliser parce qu'ils se disent mais je n'ai rien fait pour mériter ça, tu vois. Donc il y a vraiment cette notion de mérite, tu vois, et de pénibilité derrière. Et ça, c'est vraiment la croyance numéro 1. Pourquoi c'est aussi tabou cette thématique de l'argent? Est-ce que t'as étudié ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de culturel, historique? Oui, alors c'est culturel et historique parce que si on peut voir que c'est pas dans tous les pays la même chose. Alors je n'anime pas l'atelier aux États-Unis, mais j'ai suffisamment d'échos, de retours pour voir que les États-Unis sont beaucoup plus décomplexés par parler d'argent. C'est même il y a même beaucoup une projection de argent égale réussite, tu vois. Je suis ce que je gagne, ce qui est terrible aussi, hein, de pouvoir dire des choses pareilles, de penser des choses pareilles, mais c'est aussi un sacré piège. Alors que en francophonie, partout où je vais, mais y compris au Québec, hein, ça m'a surpris aussi. Je pensais que les Québécois étaient plus influencés par les Américains, mais pas tant que ça. Le thème est tabou sur la Belgique, Luxembourg, Suisse, France, mais en France, c'est vraiment tabou de chez tabou. C'est encore un stade plus loin. Et en France, on entend quand même cette expression que j'entends pratiquement jamais ailleurs, c'est vivons heureux, vivons cachés. Donc, je donne quand même déjà une information, tu vois. Contrairement aux États-Unis, on va vouloir se montrer avec ces signes de richesse et de réussite. Et là, il y a ce truc un peu qui est, ah ben non, si je me montre avec mes signes de richesse, on va vouloir pour mon argent, j'aurai un prix à payer, quelque sorte. Et je pense qu'il y a vraiment encore des restes de la Révolution, où on a quand même coupé des têtes de ceux qui avaient plus, et que il y a vraiment des restes qui sont là. Je pense que la France n'a jamais fait la paix avec la Révolution, la royauté, et un pays qui est toujours déchiré entre l'un et l'autre. D'ailleurs, on continue de mettre un président sur un trône, d'ailleurs, et malheureusement. Et il y a ça, et je pense, et puis après quand même aussi un peu l'empreinte du catholicisme. Au catholicisme, il y a vraiment l'idée que être pauvre est honorable, tu vois. Moi, je vois que je suis plutôt issu d'un milieu protestant, c'est être indépendant qui est honorable. Autrement dit, tu fais ton travail, tu vas te débrouiller par toi-même, tu vois. Il y a ce côté, et ça m'a aussi un peu expliqué pourquoi je voyais à quel point on peut être des travailleurs dans nos pays, certains pays, puis d'autres, le travail c'est presque une valeur culte en Suisse, alors que ça ne l'est pas forcément ailleurs, tu vois. Donc je pense qu'il y a un peu un mélange de tout ça, et peut-être encore d'autres choses que je n'ai pas vues. Merci pour ces explications. Et je sais que ça m'a connecté à mon formateur en coaching qui disait que on héritait d'un tiers du culturel, de l'historique, un tiers, on va dire, une page blanche pour nous à produire. Il y a un tiers, le tiers qui reste, c'est tout ce qui vient de la famille. Comment on peut apprendre finalement de soi, de sa relation à l'argent à travers sa relation à sa famille? Ouais, je pense peut-être même plus qu'un tiers de la famille d'ailleurs. Si tu veux, c'est que moi je suis formé au systémique, constellation systémique familiale, entre autres, et j'en ai beaucoup animé, et là on va vraiment voir effectivement de quelle histoire on vient quelque part. On n'arrive pas neutre au monde, si tu veux, hein. Et on n'arrive pas neutre puisque déjà on porte des gènes, on porte une histoire, et cette histoire, qu'on la connaisse ou la connaisse pas, ça change rien. Elle va nous imprégner de manière ou d'une autre. Et c'est vrai que je mets un peu de poids, je dis, enfin poids c'est peut-être pas le bon mot, mais d'importance sur ce thème-là, d'aller voir un peu quelle est l'histoire de la généalogie et de voir en quoi elle m'influence. Bon, si elle m'influence pour du bon, du meilleur, c'est parfait, je vais garder ça précieusement. Mais si elle m'influence dans des imitations, par contre, ça, j'ai envie de me libérer de ça. Et c'est là qu'on va voir comment on peut être et loyal et déloyal. Mais on n'est pas loyal et loyal. C'est pas l'idée de loyal et déloyal aux personnes, mais à des comportements, à des autorisations qu'on se donne, à des croyances, et vraiment de faire son choix. Parce qu'en général, on porte tout, et on prend tout le paquet, le bon et le moins bon. Donc là, il s'agit un peu de faire son marché, dans le sens de garder ce qui est bon pour nous, et de s'autoriser à d'autres choses peut-être qui n'ont pas été osées par des membres de la généalogie auparavant. Donc ça me paraît important. Et j'écoutais l'autre jour une émission avec je sais plus comment s'appelait ce docteur scientifique sur l'épigénétique, et il parlait magnifiquement de ça. Il montrait à quel point effectivement on était complètement imprégné par les peurs qui venaient d'avant et tout. Et ça, je le vois bien, qu'il y a des peurs qui se transmettent, et à quel point effectivement on pouvait transformer et sortir de là aujourd'hui à travers l'épigénétique entre autres. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors c'est ce que je fais déjà depuis un moment. Ça fait 15 ans que j'anime des ateliers, mais simplement j'aurais pas forcément mis ces mots, en tout cas avec le caractère scientifique, mais je vois bien que c'est possible. Mais simplement, pour sortir d'un piège, encore faut-il voir que je suis pris dans un piège. Tant que je ne vois pas que je suis pris dans un piège, je vais traîner mon boulet, tu vois, avec moi. Ça va être lourd, et en même temps, je vois pas.
Non, c'est une thématique qui est super intéressante. Et tu parlais de, effectivement, si on se questionnait dans une rencontre sur le rapport, la relation à l'argent, ça permettrait de nous connaître. Moi, il y a vraiment quelque chose qui me sur cette thématique sur laquelle je m'intéresse, c'est les plafonds de verre notamment. Tu vois, tu parles de plafonds de verre et je trouve ça hallucinant comment en fait on a tous nos plafonds d'air. Comme il y a des personnes qui avec peut-être 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros sur un compte, c'est ok. Et puis d'autres, elles ont beau avoir 100 000, 200 000, peut-être 300 000, et ben elles sont toujours en insécurité. Ouais, le fait de pouvoir parler, si on s'autorisait à parler de l'argent, est-ce que ça amènerait pas un peu plus d'humanisme en fait, dans cette société, dans notre monde? Ouais, je pense que ça aiderait parce qu'au fond, une des grosses problématiques que nous avons dans notre société, c'est que l'argent prend beaucoup trop d'importance. Mais aussi parce qu'il n'est plus vu pour ce qu'il est, tu vois. Si on revient sur le à quoi il sert, entre autres un intermédiaire bien pratique entre acheteur et vendeur, par opposition au troc, c'est un facilitateur de transactions, principalement, puis aussi un étalon commun, un repère qui permet de donner de la valeur à un certain nombre de choses, tu vois. Tu vas t'intéresser à un véhicule automobile, à une formation, tu vas dire, OK, super, dès que je lis le descriptif, et quelle valeur est donnée à ce truc-là, tu vois. Et on va donner une valeur dans un langage commun qui s'appelle l'argent, avec des monnaies différentes suivant les pays. Donc c'est ça l'utilité de l'argent au départ, c'est extrêmement neutre. Mais dès le moment où on y plaque des choses que ma liberté dépend mon montant d'économie, ma sécurité dépend de mon montant d'économie, ou alors que l'injustice dans le monde dépend également de l'argent et de ceux qui ont de l'argent, à un moment donné, on va commencer à créer un autre regard sur l'argent, et c'est là que l'argent prend trop d'importance, tu vois. Je m'accroche à mon argent sans savoir que c'est à ma sécurité que je m'accroche, ou à ma pseudo-sécurité, à ma pseudo-liberté que je m'accroche. Et si tu veux, ce qui manque, c'est ce juste détachement. Ce juste détachement, c'est ni accroché, ni je m'en fous. Je vois juste pour l'argent comme une invention qui est quand même bien utile et bien pratique. Et puis que je vais faire en sorte que cette invention soit à mon service, hein, un bon serviteur et un mauvais maître, en quelque sorte. Donc, si tu veux, c'est vraiment là que le bas blesse dès le départ. Et que si on arrêtait d'en faire un thème tabou, autrement dit de pas en parler, ça donnerait moins d'importance, parce que ce que je vois, c'est que moins on parle de la chose, plus ça prend de la place. Ça, c'est un principe, si tu veux. Moins on parle de la chose. Donc, ça veut dire que moins on en parle plus librement, ben, on se dit, ah ben ouais, tu vois, moi, souvent dans mes conférences ou ateliers, je fais parler des gens, ben, combien vous gagnez, qu'est-ce que vous avez comme, parler de manière chiffrée, tu vois, en groupe, petit groupe. Et souvent, les gens me disent après coup, ils disent, ah, mais c'est pas si sorcier que ça. Je m'attendais à un truc tellement horrible. Et de le faire, tu vois, c'est plutôt libérateur. Ça libère de l'énergie. Parce que c'est toute cette énergie bloquée à force de pas dire, de cacher, d'avoir aussi des historiques derrière aussi. Il faut surtout pas le montrer, pas le dire, tu vois. Là, on en était maintenant, entre ceux que j'ai entendus qui me disaient gamin, on disait, il faut surtout pas dire qu'on allait en vacances dans cet endroit-là parce qu'on va croire qu'on est riche, on va penser qu'on est riche, faut pas que les gens pensent ça. Donc les enfants devaient se taire avant de rentrer à l'école. Puis pire encore, enfin pire, je sais pas, mais je connais des personnes qui m'ont dit chez nous l'été, on fermait les volets, on vivait dans la nuit parce qu'on faisait croire qu'on était parti en vacances. C'était honteux d'imaginer qu'on ne pas partir en vacances et on vivait dans la nuit. Donc tu peux imaginer les scénarios qui peuvent se faire et à quel point, comme enfant, ça peut marquer. C'est normal que ça marque ce genre de choses-là. Tu vois, parce qu'on est collé au regard des autres. Et je pense que c'est bien, les gens veulent tous être libres, mais au fond, le regard des autres, c'est bien la plus grande prison, la peur du regard des autres que la plupart des êtres humains, moi compris, pouvant avoir un niveau plus ou moins important. Oui, t'as parlé de valeur. C'est important aussi de venir questionner sa valeur à soi. Oui, alors c'est vrai, mais c'est-à-dire que c'est intéressant le mot valeur, parce qu'on peut avoir des valeurs, on donne une valeur argent à un certain nombre de choses. Alors évidemment, nous n'avons pas de valeur argent en tant que tel, même si on peut voir que des footballeurs, on peut avoir l'impression qu'ils ont de valeur argent, et puis en même temps, c'est encore tout à fait relatif. Ça parle pas d'eux en tant qu'être humain, ça parle d'eux en termes de compétences à un certain moment, puis qui est mis, c'est comme une maison qui peut valoir un certain prix à un moment, puis 30, 50 ans après, qui peut valoir 5 ou 10 fois plus, quoi. C'est la même maison, a priori, mais la période change et tout ça. Donc, c'est vrai que la notion de se donner de la valeur, si tu veux, c'est déjà un regard de soi à soi. Et c'est vraiment une des grandes difficultés que je rencontre avec la plupart des êtres humains que je vois, c'est la difficulté à se donner de la valeur dans le sens d'être déjà doux et bienveillant avec soi-même, plutôt que jugeant, penser qu'on n'est jamais assez quelque chose, tu vois. Le nombre de personnes qui vont me dire qu'ils peuvent faire des beaux cadeaux à d'autres, mais à soi, on est incapable de se faire les mêmes cadeaux. Ça parle aussi du regard qu'on a sur soi.
Ça parle aussi, là je parle de moi aussi, tu vois, des fois au rythme qu'on peut s'infliger, aussi des fois le fait de mal manger ou trop boire, c'est pas très, alors, je dis pas qu'on peut pas se faire plaisir, mais à un moment donné, c'est pas non plus très doux et bienveillant que soi-même. À première vue, on donne pas la mauvaise essence à sa voiture, en tout cas volontairement. Mhm. Alors pourquoi est-ce qu'on a toutes les Certain. connaissances et de nous à nous, on prendrait moins soin de nous que de notre véhicule automobile, quoi. C'est assez interpellant et ça reste plein de mystère pour moi. Enfin, j'ai bien quelques idées, mais j'essaie déjà de m'occuper de ça de moi à moi. Parce que je suis un suffisamment bon cobaye pour que ça me prenne un peu de temps. Et, ouais, et quid de la, est-ce que la valeur, estime de soi, ça m'emmène aussi, même si on l'est depuis le début, on est dans la relation, on est dans le développement relationnel, comme on dit. Quid de la spiritualité et de l'argent. Comment on peut Ouais, allier les ouais. deux et comment les deux vont ensemble sans que ça soit opposé. Alors, ben déjà, c'est vrai que souvent on oppose, enfin pour beaucoup de personnes, l'argent c'est la matière et souvent même le matérialisme, qui est un mot qui est mal vu. Être matérialiste pour les gens dits spirituels, c'est un peu c'est l'horreur, tu vois, c'est juste la polarité. C'est ce que je fuis, ce que je rejette. Et très souvent, effectivement, il y a cette opposition qui fait que on est des êtres spirituels, on est au-dessus de ces questions d'argent. Hein, nous, on n'est pas, on se préoccupe pas pour ça. Mais ce sont des gens qui galèrent en général financièrement que je vois là, parce qu'il y a une sorte de dédain vis-à-vis de l'argent. Puis après, il y a ceux qui sont trop accrochés à l'argent, qui ne pensent à l'argent et qui se déconnectent de quelque chose de plus grand que nous, de quelque chose qui nous dépasse et pourtant qui, à mon avis, influence beaucoup notre vie aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir mettre du et dedans, c'est-à-dire que oui, je suis venu m'incarner sur Terre, s'il y a bien une raison, mais si je suis venu m'incarner sur Terre, c'est bien pour être bien branché à la Terre, pas d'être un mètre ou plus au-dessus du sol, et d'aller me frotter à la matière. Et l'argent fait partie de la matière. Donc, à moi, si je rejette l'argent, c'est de manière aussi une forme de rejet de son incarnation aussi. Et donc, comment je peux apprendre de ça? Comment je peux, vu que je vais expérimenter des choses, comment je peux apprendre pour que, en tout cas, que la croyance qui est la mienne aujourd'hui, le jour où mon âme partira et peut-être ira se réincarner ailleurs une fois ou l'autre, qu'il y a quelque chose qui est bougé, qui est évolué, en tout cas dans ce cheminement subtil. Et après, il y a aussi l'aspect pour moi, quand je parlais de contribution tout à l'heure, c'est le sens qu'on donne à sa vie, tu vois. Je suis pas juste venu sur Terre pour subir cette vie-là, pour être dans le survivre. Je sais bien qu'on n'arrive pas tous dans les mêmes conditions, qu'on a des conditions plus ou moins favorables aussi pour pouvoir s'intéresser à ça plus ou moins tôt. Mais quelque part, c'est en quoi, avec toute humilité, mon petit passage sur Terre peut amener une goutte d'eau différente, peut-être une goutte d'eau de plus dans l'océan. Et c'est là que l'argent peut être en soutien de ces projets-là aussi. Si tu veux, il y a quand même beaucoup de projets où sans argent, c'est compliqué de donner une certaine ampleur. Et comme on est, l'argent vient pas forcément de nous, hein, peut venir d'ailleurs aussi. Mais je vois que l'argent peut être comment dire ça, un facteur d'accélération de projets, de contribution. Je trouve, et c'est aussi pour ça que moi, en tout cas, j'ai envie de le voir comme quelque chose qui nous réunit potentiellement, qui nous fait avancer ensemble, plutôt quelque chose qui crée de la séparation, qui crée voilà en guillemets du malheur. Je dis en guillemets parce que l'argent n'a pas le pouvoir ni de créer du bonheur ni du malheur. Hein, c'est juste l'utilisation qu'on en fait. C'est l'être humain qui fait la différence. L'argent en tant que tel, c'est quelque chose d'inerte en quelque sorte. Ouais, on parle d'humain, de relationnel. C'est un constat que je vais faire, c'est un point de vue. On est dans une société très masculine, très yang, qui valorise beaucoup le faire, l'avoir. J'ai l'impression qu'on a un moment de vie où on vient à revaloriser l'humain, le relationnel justement, et quelque chose de plus yin. Et puis donc tous les métiers relationnels, hein, que ce soit ce que tu fais, coaching ou même assistante sociale ou infirmier. Est-ce que ça passe aussi par les acteurs du bien-être ou la société de revaloriser ce relationnel, cet humain? Alors bien sûr, c'est un domaine assez vaste, mais si on parle de manière assez générale, je crois que l'idée c'est quand même de se reconnecter à soi-même, d'oser être un peu plus soi-même, peut-être un peu plus justement dans cette incarnation, ce pourquoi je suis là, et de sortir peut-être des masques, des rôles qu'on m'a peut-être mis, que j'ai peut-être accepté de prendre ou que j'ai pris en pensant que j'aurais plus de
d'attention positive ou ce qui me semble être de l'amour. Souvent, c'est forcément de l'amour si c'est conditionnel. Mais si tu veux, on a mis ces choses-là en place et je crois qu'il faut un certain nombre d'années pour la plupart d'entre nous pour pouvoir commencer petit à petit à défaire le costume, à se déshabiller pour juste reprendre son costume naturel. Et ça, je pense que ça se fait effectivement avec une énergie qui est plus yin, mais et en même temps, il y a peut-être aussi un peu de yang aussi. Ça demande aussi du courage et ça demande aussi de passer à l'action parfois, parce qu'on peut prendre le temps de voir ce qui ne va pas, mais à un moment donné, il s'agit, si je dois passer à l'action, je pense que ça demande de l'un et de l'autre. Mais c'est vrai que je pense qu'on a à mettre plus de douceur dans nos vies. Peter Koenig a un credo qui s'appelle Love in Business, remettre de l'amour dans le monde du travail quelque part. Et ça me parle beaucoup aussi, parce que c'est comme si derrière mon travail, il n'y avait que performance, il y avait ci ou ça. Non, si c'était c'est pour moi un merveilleux domaine d'accomplissement de soi. Mais ça va être possible aussi si les conditions, en tout cas, le favorisent et que tout le monde est gagnant dans ce sens-là. Et tu vois, je pense effectivement que je suis d'accord avec toi qu'on doit remettre du yin. J'intervenais pour la Maison des Leaders au Québec cette année. Là, j'ai fait une tournée là au Québec. Et la Maison des Leaders, d'un dénommé Rémi Tremblay, quelqu'un qui a un magnifique yin, je veux dire, je trouve. Et mais pas que. Et eux, dans les deux endroits qu'ils ont à Montréal, à Québec, il n'y a pas de mot en bois. Le premier truc, c'est écrit ralentir, tu vois. Ralentir. Et ils ont fait une année entière avec des leaders et des leaders d'entreprises parfois importantes sur le thème de la tendresse. T'imagines, le thème de l'année, c'est la tendresse. C'est assez impressionnant quand même. Ça va tellement à l'envers. Il dit non, on va pas parler de performance. Ça, vous savez très bien. Ça, vous savez très bien faire. On va justement vous ramener à ralentir et à remettre de la douceur dans vos vies. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quoi, t'es en burn-out, t'es en difficulté, enfin, qu'on en trop fait, enfin, comme on voit un peu partout, tu vois. Et je pense effectivement qu'on a à remettre un peu de douceur et de tendresse dans sa vie, et être plus tendre et doux avec soi-même. Et quand on l'est avec soi-même, inévitablement, on l'est avec les autres aussi. Ouais, bien sûr. Et c'est quoi ta dernière prise de conscience sur l'argent, sur ton rapport à l'argent? Il t'arrive encore d'apprendre? Oui, non, il m'arrive encore d'apprendre, mais la dernière, comme ça, j'arrive pas à dire. En fait, c'est plus, je dirais, mon chemin, si tu veux, c'est comme mon chemin et ce que je propose à travers pour d'entrer dans la relation à l'argent, c'est de recréer l'unité à l'intérieur de nous. De recréer l'unité à l'intérieur de nous, c'est accueillir les ombres, c'est par qui sont pas forcément négatives, mais c'est par inconscientes qu'on a rejetées, qu'on a mis de côté, et les accueillir. Et accueillir une chose sans contraire, puisqu'une chose n'existe pas sans son contraire. Alors si tu veux, il y a pas longtemps, je sais plus il y avait un ou deux mots que j'ai accueillis, mais qui sont des mots qui sont qui font un peu burk à l'intérieur, tu vois. Ça serait, alors c'était pas l'arnaqueur, tu vois, parce que c'est déjà assez bon, ça fait un petit moment qu'il a accueilli celui-ci, mais c'était les thèmes un peu de ce truc-là, l'arnaqueur et la polarité chaque fois aussi. Parce qu'au fond, on est bien pris dans un truc qui croit qu'on doit montrer certaines parties, d'autres parties on doit les rejeter. Ça, c'est pas de l'unité, ça c'est des conflits intérieurs. Et c'est pour ça que c'est important, pour pouvoir passer à autre chose, j'allais dire d'accueillir le bien et le mal, le violent et le non violent, et puis le voleur et l'honnête, enfin le généreux et le radin. Voilà, exactement. C'est pour laquelle juste de les accueillir, de dire, bah oui, ça fait aussi partie de moi. Une fois que je les ai accueillis, ben voilà, je sais que je suis ça, mais tellement plus que ça, tu vois. Et c'est pour ça que je retrouve mon carnet, mais je sais qu'il y en avait une ou deux qui avaient été un peu compliqués à accueillir, mais je me souviens pas juste à l'instant. Donc ça régulièrement, parce que je l'ai déjà accueilli beaucoup, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup à accueillir. Donc ça c'est le chemin qui me le montre, c'est ce que les autres me renvoient aussi. Quand je suis profondément agacé par quelqu'un, je sais qu'il me fait le cadeau de révéler une partie de moi que je n'ai pas voulu voir jusqu'à présent. Je veux pas dire que je dois être d'accord avec son comportement, mais en tout cas de pouvoir en tout cas aller voir qu'est-ce qui est réactivé chez moi, de m'en occuper pour correspondre à ce que Gandhi disait. Et pour moi, ça reste la meilleure citation, même si elle est tellement dite. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Pour moi, je ne trouve pas une autre qui soit aussi puissante, qui soit autant, me semble-t-il, la voie vers un monde peut-être un peu plus harmonieux, un peu plus tranquille et souriant. Du coup, ça demande de se rendre vulnérable, en fait, sa relation à l'argent. Non? Alors oui, je pense, ça demande d'être vulnérable, mais je crois que la vulnérabilité, pour moi, est une jolie force, d'oser être vulnérable parce que encore une fois, autrement, si je veux faire croire que je suis que comme ça, c'est encore un masque que je montre. Et si tu veux,
le paradoxe, en fait, alors j'ai 80% de femmes à peu près dans mes ateliers pour 20% d'hommes. Alors non pas que les hommes n'ont pas de rapport à l'argent amélioré, mais ils sont un peu plus frileux à aller faire ce travail d'intériorité. Mais simplement, j'ai beaucoup de femmes qui sont prisonnières dans un fonctionnement qui est la femme forte, qui ne s'autorisent pas à être dans la notion de faiblesse ou de vulnérabilité. C'est pas la même chose, mais l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, ils ne s'autorisent pas à ça et qui sont prises dans une extrémité de la polarité et qui souffrent énormément parce que c'est épuisant d'être en mode de fonctionnement femme forte tout le temps. Alors évidemment que ça tombe pas du ciel, qu'il y a un historique derrière pour elles, individuellement, collectivement aussi, possiblement, mais déjà individuellement, qui font que elles croient que c'est que comme ça que ça peut fonctionner. Et justement, de les amener à aller voir justement douceur et bienveillance, la femme faible, la femme vulnérable aussi, ça redonne un peu de douceur et ça permet de lâcher un truc qui est beaucoup trop lourd à porter, quoi. C'est très bien, t'es venu sur la thématique des hommes. Oui, même si j'entends, et comme on va dire tout espace de connaissance de soi, il y a 15% d'hommes et 85% d'hommes. Toi, qu'est-ce que tu constates chez les hommes? C'est quoi le rapport à l'argent chez les hommes? Alors, je dirais que chez les hommes, il y a quelque chose qui reste encore relativement ancré. Ça commence à changer de petit à petit avec les nouvelles générations. C'est que l'homme, encore le chasseur qui ramène le gibier à la maison. Donc, il y a comme une sorte de pression. Ouais, c'est ça. Il y a comme une sorte de pression c'est mon rôle, c'est mon job. Ça peut créer parfois des tensions dans des couples quand t'as les femmes qui commencent à gagner autant, voire plus que l'homme. On peut avoir l'impression d'être dévalorisé, alors qu'il y a évidemment, ou de se sentir inutile, alors que c'est juste des histoires qu'on se raconte, évidemment, c'est pas la réalité. Mais simplement, il y a ce truc-là, tu vois, qui fait qu'un certain nombre d'hommes vont rester dans un travail, une activité où ils souffrent, qui leur plaît plus du tout, mais ce sac à dos bien lourd que je porte de ramener le gibier à la maison comme une responsabilité ultime et unique, ça peut venir que de moi, fait qu'on va supporter l'insupportable parfois, jusqu'à tomber malade, jusqu'à faire des burn-out, à faire des choses comme ça, avoir des accidents. Donc ça, c'est une problématique, je dirais, je pense un peu plus masculine, même si aujourd'hui, comme il y a beaucoup de couples séparés, il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui, c'est elles qui doivent ramener le gibier à la maison et qui font aussi tous les rôles possiblement. Donc ça peut aussi toucher, mais je pense que les hommes ont encore quelque chose de cet ordre-là qui est quelque peu ancré. Ma place, ma vie est à l'extérieur, tu vois. Je suis celui qui va à l'extérieur et un petit peu moins dans l'intériorité. Et l'intériorité, on peut parler de nous en tant qu'être humain, mais même l'intériorité de la maison, de la famille aussi. C'est pas mon domaine. Le domaine, c'est quand on sort, quoi. Oui. Je sais pas si on a hérité aussi un peu de la culture américaine et dans ce côté aussi maintenant, peut-être pas encore, mais où on s'identifie aussi au montant qu'on gagne. Je sais pas si il y a des hommes qui viennent en atelier sur ça. Oui. Alors oui, il y a de ça. C'est quand même moins présent chez nous. Je dirais que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont là-dedans. Mais une bonne partie des gens qui sont là-dedans viennent pas me voir pour l'instant. Ouais, pas encore. Ils sont encore, c'est ça, il n'y en a pas encore, c'est vrai, mais c'est vraiment un chemin de conscience, tu vois. Ils sont encore pris dans ce piège de penser que parce que j'ai une plus belle voiture, ça montre mon signal de réussite, ou ci ou ça. Donc, je connais un certain nombre, mais je les sens pas prêts à aller voir ce qu'il y a derrière, si tu veux. Et là, il y a de gros pièges parce que là aussi, on court après quelque chose qu'on n'arrive pas à se donner soi-même. Tu vois, quand je cours après de la valorisation, c'est juste parce que je n'arrive pas à me donner de la valeur de moi à moi. Si j'arrive à me donner de la valeur de moi à moi, il n'y a aucune raison de vouloir montrer ma valeur à l'extérieur à travers des signaux, puisque de moi à moi, je suis tranquille avec qui je suis et que la valeur que je me donne, mais sans avoir besoin de la montrer ou de la crier sous les toits, parce que ça n'a aucun intérêt. Il y a une forme de tranquillité d'esprit par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je dirais, je n'ai pas beaucoup qui viennent à moi parce que je pense qu'ils sont pas prêts, la plupart. Mais ça arrive de temps en temps, effectivement, des gens qui, on le voit dans le milieu entrepreneurial, qui est un peu, je suis ce que je gagne aussi, ou je suis mon chiffre d'affaires, tu vois. Ouais. Et, j'en connais un certain nombre, déjà assez connus. Et je peux voir pour certains, effectivement, on voit bien que ça cache d'autres choses. Donc, qu'est-ce que tu vis dans ces ateliers? De quoi tu es témoin? Comment tu le vis? Alors, ce que je vis, déjà, c'est amusant parce que il y a beaucoup de rire, on rit énormément. Il y a aussi passablement de larmes aussi, des larmes, mais qui sont souvent des larmes de libération, parce que tout à coup, c'est comme si je m'autorise enfin à voir peut-être quelque chose que j'ai pas voulu voir, tu vois, mais je m'autorise en étant
peut-être déloyale ou en portant un poids parce que j'ai pas été un enfant désiré, par exemple, qui a aussi une incidence sur le regard qu'on a sur soi. Tout à coup, de juste quand je quand je fais accueillir aux personnes d'être un cadeau de la vie, de s'autoriser un cadeau de la vie, tu vois, travailler sur la polarité. Souvent, là, je parle des enfants qui n'ont pas été désirés en termes de, qui veut pas dire ne pas être aimés, mais dans un sens qu'il n'y a pas de désir d'enfant où ils ont été conçus. Très souvent, ils ont été perçus dans un premier temps comme étant un problème. Tu vois, on a un problème à résoudre qu'on n'avait pas avant. On ne connaît pas le jour d'avant qu'on savait pas que madame était enceinte. Et si tu veux, quand on leur fait accueillir d'être un problème, alors ça passe comme une lettre à la poste, parce qu'au fond, ils le savent déjà, ils se voient comme tels. Mais au moment où je les invite à aller accueillir le cadeau de la vie qu'ils sont, c'est impressionnant. Pour certains, ça ne passe pas, quoi. C'est juste impossible à nommer, ou alors c'est des torrents de larmes parce que c'est aussi, tout à coup, ils se reconnectent à quelque chose ils étaient complètement coupés, tu vois, de leur beauté intérieure et de cet être d'amour qu'ils sont, et d'aller juste accueillir ces parties-là, c'est beau. Enfin, moi, je suis extrêmement honoré et privilégié de voir toutes ces guérisons, toutes ces réconciliations. Ça donne, enfin, je trouve que c'est beau à vivre. Et puis ça donne évidemment aussi du sens à ce que je fais, parce que la dernière chose que j'aimerais, c'est mettre de l'énergie dans quelque chose qui ne sert à rien. Enfin bon, ça arrive de temps en temps, mais si c'était quand je bricole, mais autrement, si au niveau professionnel c'était le cas, ça me rendrait quelque peu triste, parce que je pense que j'ai quelque chose à offrir, donc autant offrir pleinement. Oui, offre-nous. et comment t'étais du coup avant on va dire, comment t'as grandi en tant qu'homme, et comment quel était ton chemin avant que t'aies ces prises de conscience dont tu parlais un peu plus en amont de cet épisode? Alors moi j'étais un gars, un petit gars déjà des gamins, qui avait très vite compris que pour avoir de l'attention positive, il fallait respecter les règles. Donc moi je suis dans une famille assez contrôlante et dans un pays quand même assez aussi contrôlant aussi quand même, la Suisse, si tu veux. Donc j'ai tout de suite développé une grande capacité qui était de ressentir comment je devais me comporter pour que ça soit bien accueilli. Donc j'étais un vrai caméléon, tu vois, qui avait une capacité d'adaptation très grande pour essayer de recevoir de l'attention positive, que je recevais un peu difficilement à la maison, je pense, en tout cas dans ma perception. Et ce qui fait que j'étais comme un jouet, tu vois, on presse sous les boutons, puis le jouet fait commencer à s'articuler, à bouger. Donc de ma manière d'être, c'était un peu ça, tu vois. Je voyais à l'école, je savais très bien différencier les profs un peu sévères où je bougeais pas une oreille parce que ça me rappelait trop la maison, et puis j'avais compris. Puis les profs un peu laxistes où là j'étais horrible avec eux, parce que quelque part je savais que j'avais une marge de manœuvre, tu vois. Donc tout ça m'a quand même permis d'assez bien cerner les êtres humains, je dirais. Je crois que derrière toute chose, il y a toujours des bénéfices qu'on en ressort, dans une forme de développer une forme d'intuition. Mais quelque part, si tu veux, j'étais dans un masque, un contrôle, un surcontrôle très très longtemps, et avec inévitablement beaucoup de peur derrière. Beaucoup de peur derrière, et une très grosse difficulté à prendre ma place d'homme. Je suis tombé d'ailleurs sur une femme qui est quand même assez yang dans son énergie, c'est l'action qui est plutôt dans à gérer les choses, tu vois, et moi j'étais un peu plus suiveur sur certains aspects, à tous les cas. Et voilà, beaucoup de peine à prendre ma place d'homme. Et c'est vrai que c'est en 2005, pardon, je me souviens lors d'un séminaire de communication violente que j'ai pris conscience que j'avais une peur horrible de ma part homme à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'avais une projection sur l'homme pour tout le côté abominable de ce qu'il a pu faire, mais je ne voyais que ça, tu vois. Donc c'est comme si je rejetais ma part masculine et que j'étais un gars tout gentil qui faisait de mal à personne, en tout cas, mais à part à moi surtout. Et puis c'est pas vrai, je faisais souvent du mal à d'autres de manière maladroite. Mais toi, je n'étais pas du style à foutre moi, à l'école, je me suis jamais battu, que là les uns et les autres se battaient. Moi, jamais. Tu vois, je refusais toute idée de bagarre, parce que j'étais. Et si j'ai fait la communication violente, il m'a fallu des années pour voir que c'est parce que ma propre violence me faisait tellement peur que j'ai encore cherché une manière de la contrôler plutôt que de l'accueillir, ce qui était encore un autre piège. Et c'est c'est en 2005, c'était moi qu'on m'a parlé pour la première fois d'un mouvement d'hommes qui s'appelle les Nouveaux Guerriers, ou MKP, je sais pas si tu connais. Oui, j'ai fait. Oui, alors là. Et c'est comme ça, je crois que c'est en 2006, je crois que je suis allé faire cette initiation. Et puis je dirais, voilà, c'était un cours pas gagné, mais c'était des premiers pas, je dirais,
en lien avec me connecter un peu plus à mon masculin m'autoriser un peu plus à lui laisser de la place et je dirais c'est encore et toujours un chemin, même si je me sens plus et mieux dans mes baskets d'homme aujourd'hui. Merci de nous partager ça. Et si c'est ok pour toi de le partager, tu parlais de Peter Koenig comme un père et peut-être, du coup j'entends peut-être un père absent et comment peut-être ça a justement participé à la façon dont t'as grandi. Ben, c'est vrai que Peter m'a amené une confiance qui m'a moi-même surpris. C'est comme si il faisait plus confiance en moi que j'étais capable de me faire confiance moi-même. Et c'est dans ce sens-là. Alors, je sais pas s'il avait décelé quelque chose en moi ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que à un moment donné, il a dû sentir quelque chose parce qu'il est comme très intuitif. Et puis, il m'a donné ces autorisations-là. Alors, c'est vrai que si ma relation à mon père s'est améliorée, je dirais, au fil des années, mais surtout dans ces 20 dernières années, il est mort il y a 2 ans maintenant, et surtout dans les dernières années, dans quelque chose de plus doux, plus proche et tout. Mais quelque part, il n'arrivait pas à comprendre tout mon cheminement intérieur. Tu vois, il n'arrivait même pas à comprendre qu'il y ait des gens qui ont fait des ateliers avec moi alors que lui a fait 2 faillites. Tu vois, il était au-dessus de ça. Rapport à l'argent, il se demandait bien quoi ça pouvait bien le concerner. Alors que moi, je le voyais très bien, quoi. Donc, mais en même temps, il était extrêmement heureux pour moi parce que mon père est un entrepreneur dans l'âme. Alors, quand il a vu que je suis devenu entrepreneur, il me demandait toujours des nouvelles, mais savoir comment ça allait, il était extrêmement heureux pour moi et il le serait encore toujours autant, voire plus encore maintenant, s'il me voit ou m'observe là où il est. Mais mon père, si tu veux, était vraiment l'exemple aussi de l'homme dans le sens du masculin non incarné aussi, tu vois. Et c'est vrai que quand t'as pas de modèle, c'est plus difficile de le faire et de toute manière et en plus, je pense, c'était un Américain qui avait écrit un livre qui parlait de ces nouvelles générations d'hommes. Alors il parlait, j'aime pas tellement ce terme-là parce que j'ai pas envie de positionner en victime, mais il parlait de générations d'hommes un peu sacrifiés. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il disait voilà, des générations d'hommes, on sent que l'ancien modèle n'est plus le bon modèle, mais le nouveau modèle n'existe pas encore, tu vois. On est un petit peu dans ce entre-deux, tu vois. On lâche un truc, on est un peu perdu à créer quelque chose de nouveau. Alors, c'est en train de se faire de plus en plus. Et j'ai vraiment vécu ça en plein, tu vois, de dire, OK, ça, je veux plus, mais je fais quoi, là, maintenant, avec ça? C'est ça. Et, voilà. Donc, je pense que Peter est quelqu'un aussi d'énergie plutôt assez yin, mais en même temps, il a une forte présence et là, quelque chose de bien incarné, là, et c'est impressionnant. Merci. Il y a aussi une autre relation qui vient en parallèle avec l'argent, la relation de couple. Oui. Parce que l'argent et le couple aussi, je crois, que c'est toute une thématique aussi. Qu'est-ce que tu peux peut-être nous en parler à travers toi, ton histoire? Oui. Ah bon, mon histoire, elle était un peu singulière quand même parce que je suis en couple depuis l'âge de 16 ans, donc ça fait quand même 48 ans, je crois. Oui, non, c'est en 2004, je crois, ça va faire ça. Donc oui, donc si tu veux, j'ai eu une seule et unique compagne de vie et donc toutes nos histoires d'argent étaient vécues ensemble, mais on était 2 écureuils au départ, donc on est plutôt à économiser l'un à l'autre, moi avec un peu plus de peur qu'elle. Donc moi j'étais celui qui freinait encore un peu plus. C'était pas un trop gros problème, même si avec les années j'étais comme assez crispé, assez tendu, j'avais de la peine à me détendre malgré zéro problème financier, tu vois. Et j'ai vraiment mis ces mots dessus il y a pas longtemps en disant en fait j'avais zéro problème d'argent, mais j'avais des problèmes avec l'argent. Cette nuance elle est essentielle en fait. Parce que je rencontre beaucoup de personnes sur la même situation. Elles n'ont pas de problème d'argent. Elles ont des économies. Dès que j'ai des économies, j'ai pas de problème d'argent. Mais les gens me disent, ah oui, mais j'ai pas assez d'économies, il faudrait plus. Non, mais ça, c'est le mental, c'est l'ego qui veut plus. On veut déjà prévoir tout ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer. C'est encore du mental et de l'ego qui s'en mêlent. Et c'est pas grave, hein, c'est juste de le voir et d'apprendre à l'observer. Et simplement, donc, pour nous, je dirais, les grands thèmes n'ont pas été celui de l'argent. Aujourd'hui, d'ailleurs, on anime ensemble, parfois des ateliers sur la relation à l'argent. Mais simplement, mais c'est vrai que dans le cadre du couple, les questions d'argent sont des raisons de divorce importantes quand même. Il semblerait, d'après une étude, que les querelles en lien avec l'argent sont souvent plus violentes, plus crues également que sur d'autres domaines de vie. Et je pense que c'est parce que il y a tellement de personnes qui mettent des histoires de vie ou de mort dans les questions d'argent. Si j'ai l'impression que l'autre n'est pas à la hauteur de mes peurs, enfin, pour
pour essayer de tranquilliser mes peurs, je peux avoir des comportements beaucoup trop émotionnels, voire peut-être même une forme d'hystérie, enfin tu vois, quelque chose qui est pas adapté à la réalité, et que ça peut créer effectivement des gros conflits. Puis en plus, il peut y avoir vite facilement des jeux de pouvoir qui se jouent avec l'argent, entre celui qui gagne par exemple et celui qui gagne moins, voire qui gagne pas. Tu vois, il y a des choses comme ça qui se jouent. Donc ça, c'est vraiment un thème très sensible. Ça fait un moment d'ailleurs qu'un éditeur qui me tanne pour que j'écrive un livre là-dessus, que j'ai dit oui dernièrement, mais voilà, j'ai 3 livres à écrire, donc je sais pas dans quel ordre ça sera. Ouais. Mais si tu veux, après il y a toute la répartition qui a une vraie problématique, toute la répartition quand il y a deux revenus, comment on répartit, qui met quoi, il y a des pots communs, est-ce qu'on met tout ensemble, c'est chacun pour soi, enfin il y a toutes sortes de choses différentes. Et simplement, aussi longtemps qu'on arrive à trouver une manière de faire où chacun est suffisamment à l'aise avec cette manière de faire, potentiellement ce sera pas vraiment un thème. Mais dès le moment où un impose sa manière de faire à l'autre et l'autre n'est pas à l'aise avec ça, ça va être un thème. Il va y avoir des rancœurs, il va y avoir peut-être des colères rentrées, autre chose, où ça va devenir un thème compliqué. C'est vrai qu'il y a des fois des personnes j'adore que les couples viennent me voir en atelier, parce que le problème du couple, c'est que très souvent les gens me disent ah oui, mon épouse ou mon mari devrait venir faire un atelier avec toi. Sous-entendu, moi pas, tu vois. Et j'entends ça très souvent, puis ça m'amuse, parce que moi j'aurais dit la même chose à l'époque. Je dis oui, bon, tous faire un atelier avec Peter, tu vois, mais allez, enfin moi que j'ai connu Peter, c'était le moment où j'ai enfin pris conscience, j'avais un vrai problème avec l'argent, mais avant j'aurais dit non, moi je suis un économe, sérieux et tout va bien, pas de problème. J'étais pas conscient du tout que j'étais bourré de peur. Donc si tu veux, aussi longtemps que chacun pense que le problème est chez l'autre, personne s'occupe du problème. Et ça fait que perdurer. Alors que quand ils viennent les deux faire un atelier ensemble, chacun va voir qu'il a un bout de chemin à faire, et ça va permettre à ce qu'ils se rencontrent à l'issue d'un atelier, normalement différemment, hein, qu'ils se comprennent différemment, qu'ils comprennent peut-être mieux aussi d'où viennent les comportements. Quand on voit l'histoire de famille de l'un à l'autre, on dit ah ouais, je comprends mieux pourquoi tu as autant de peur que ça. Ça me paraissait juste incroyable, mais maintenant je comprends d'où ça vient, tu vois. On peut commencer déjà à changer son regard sur l'autre et sur les comportements de l'autre, et commencer peut-être à pouvoir en faire un sujet moins sensible, un sujet on va construire un peu mieux, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent me voir en atelier, des couples qui disent c'est dingue, ça se passe bien dans tous les thèmes pratiquement. Alors l'argent, c'est une catastrophe. On n'arrive pas à parler d'argent ensemble, tu vois. Ok. Et ça peut avoir une influence, le fait de venir en couple questionner l'argent, ensuite dans sa relation au quotidien, au-delà du domaine de l'argent, tu vois. Je veux dire. Oui, évidemment, parce que si tu veux, oui, parce que encore une fois, comme à l'issue d'un atelier, des gens ont déjà changé de regard sur eux-mêmes, et que ce soit en couple, je profite de refaire un petit travail de couple, un petit cadeau que je leur fais, un petit travail un peu perso, parce que je trouve que c'est super de pouvoir le faire ensemble, de travailler sur les polarités et des enjeux qu'on se met pour être un bon époux, une bonne épouse, pour lâcher tout ça, parce que c'est encore un sujet de pression. Donc oui, ça, enfin en tout cas, en principe, ça a de l'impact. Après, il dit toujours, il y a une condition, venez à deux avec une condition, c'est que vous puissiez vraiment vous ouvrir l'un et l'autre. Ouais. Si vous retenez la moitié de ce que vous avez à dire parce que l'autre est là, ça va pas. En fait, un atelier séparément. Mais c'est la capacité de vous ouvrir l'un à l'autre, oui, vous allez avancer bien plus vite ensemble. Et du coup, ça peut peut-être paraître étonnant ma question, mais est-ce que c'est un problème de riches, en tout cas société peut-être occidentale, de se poser des questions sur l'argent ou d'avoir des problèmes avec l'argent? Oui. Ah, c'est intéressant parce que quand on dit riche en occidentaux, ça dépend ce qu'on met derrière la notion de richesse. Parce que quand tu poses cette question sous cette forme-là, on parle de richesse financière, hein. Oui. Déjà. Pas de richesse intérieure, hein, qui est autre chose. Tout à fait. Alors, je dirais que oui, mais oui et non. C'est-à-dire que c'est plus, si tu veux, c'est sur un chemin d'évolution. C'est-à-dire que tout le monde a un rapport à l'argent. Tu vas aller en Afrique, même si les gens ont très peu, ils ont aussi un rapport à l'argent. C'est qu'on voit très bien que il y a des personnes qui gagnent très peu, mais qui réussissent à mettre un sou de côté. Là où, d'un coup, dans les couples, c'est souvent les femmes. Alors là, de côté où les hommes vont tous dépenser, d'être avec au bistrot, tu vois. Et c'est pas pour rien que la première banque de microcrédit au Bangladesh, ne prêtait à 100% qu'aux femmes au début, et pas du tout aux hommes, tu vois. Et c'est des gens qui avaient peu de moyens, donc ça parlait quand même bien déjà d'un rapport à l'argent. Donc si tu veux, tout le monde a un rapport à l'argent, et ce rapport à l'argent a une incidence dans la vie de chacun et de chacune. Mais y compris dans les autorisations à s'autoriser, à gagner un peu plus, à avoir un peu plus d'abondance, y compris financière dans sa vie, aussi. Mais simplement, ce que je dis par là, c'est que c'est un chemin d'évolution. C'est que peut-être que pour d'autres, ou dans d'autres pays,
ils ont peut-être d'autres problèmes à régler avant d'arriver à s'occuper de ce thème-là. C'est dans ce sens-là, tu vois, et c'est pas que ça leur ferait pas du bien, mais peut-être qu'il y a d'autres priorités. Et voilà, c'est peut-être plutôt ça qui me vient, si tu veux. Donc je pense que potentiellement tout le monde pourrait travailler son rapport à l'argent. Ça donnerait une réconciliation pour chacun aussi. Mais il y a une forme de... Bah, c'est comme le fruit, tu vois. Le fruit, tu le cueilles quand il est mûr, quoi. Tu vois, quand je vois quelqu'un, j'ai vu ça parfois dans les couples, qui impose à l'autre de venir à un atelier, et puis l'autre, il met le bâton dans les roues, voire il fout le bordel dans l'atelier, ou il vis de l'autre, enfin, parce que il est pas mûr, quoi. C'est pas le moment de venir pour lui, c'est pas lui faire un cadeau, voilà, que d'imposer à quelqu'un, tu vois. Donc c'est pour ça que il faut plein de personnes, moi, qui ont des comportements bizarres avec l'argent, que je connais, y compris des entrepreneurs et tout. Et puis, pour X raisons, ils sont juste pas prêts à venir, alors que, et même ils le savent parfois. Ouais. Mais il y a encore, c'est comme si, intuitivement, inconsciemment, ils savaient qu'ils allaient rencontrer des choses qui sont pas prêts à les voir. Affronter des peurs qui sont. C'est pour ça que tu vois qu'il y a une notion de, à un moment donné, je sens que c'est le bon moment, et des gens me disent, ça fait des années que je te suis, tout à coup, c'est enfin maintenant que je sais que je dois y venir, mais maintenant je suis prêt à venir, tu vois. Donc, il y a vraiment cette notion de, il y a un moment donné, c'est le bon moment, et c'est important de venir quand c'est le bon moment. Parce que si on vient, comme je dis, à contre-cœur et autres, il y aura souvent plus de résistance qu'autre chose. Là, on a parlé individuellement, couple, collectivement. Comment on pourrait, est-ce que le fait justement que chacun irait idéalement questionner sa relation à l'argent, ça réglerait tous les problèmes collectifs, ou est-ce que aussi collectivement il y a peut-être des idées? Toi, qu'est-ce que tu pourrais nous partager là-dessus? Oui, il y a deux aspects. La première, c'est clair que collectivement, et là on peut prendre l'exemple des autorités, pourraient prendre des décisions, faire des choix qui fait que les gens se sentent un peu plus tranquilles, un peu plus sécures, peut-être déjà de par des conditions extérieures, donc qui pourraient peut-être faciliter à retrouver quelque chose de plus paisible à l'intérieur de soi. Et puis on voit très bien, à travers quelques exemples malheureux du moment, qu'il y a des responsables qui préfèrent créer du chaos, qui préfèrent créer du désordre, qui préfèrent créer de la séparation, et la séparation qui génère du stress. Alors que quand on crée de l'unité, quand on crée du rapprochement entre les êtres humains, ça génère plus de sérénité, de tranquillité, parce qu'on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, tu vois, ça crée de la solidarité. Alors qu'au fond, dans notre société, pendant très longtemps, et encore un peu maintenant, on fonctionne en silo, tu vois. Tu vas t'occuper de ta prévoyance, tu vas t'occuper de ton bien-être matériel, tu vois. On va te faire la publicité pour tes vacances, ton truc à toi, c'est toi qu'on pointe, tu vois, c'est pas la société. C'est toi qu'on pointe comme un truc que tu dois absolument avoir, et quelque part, sous-entendu, mais ça pollue ou pas, on s'en fout royalement. Ce qui compte, c'est que tu l'aies, tu vas être plus heureux. Enfin, tu vois, on crée des projections, évidemment, qui sont de la foutaise derrière tout ça. Mais simplement pour dire que, si on mettait qu'il y avait des décisions qui se prenaient en haut et un chemin individuel, parce que le chemin individuel, on va pas y échapper, hein. La baguette magique qu'on espère qui vienne de l'intérieur, peut-être que je deviens heureux, qui vient de l'extérieur, je deviens heureux. Non, elle n'existe pas. Les gens qui disent la baguette magique, ils attendent de moi, elle n'existe pas. La baguette magique, c'est, je vais donner les conditions pour que les gens puissent faire le bout de chemin qu'ils sont prêts à faire. Mais je peux pas le faire pour eux non plus. Donc, si tu veux, on n'échappera pas à l'un et l'autre, mais je pense qu'on peut vraiment trouver des manières de faire qui vont accélérer ce développement, qui vont accélérer cette envie de faire les choses ensemble. Des exemples de manières ou de petits? Pas compris, tu disais. Tu as des exemples de manières ou des idées? Si tu veux, je pense que pendant un moment, j'ai trouvé que l'idée du revenu de base était une bonne idée. Par exemple, le revenu de base inconditionnel, qui fait qu'on toucherait tous quelque chose dès la naissance, juste parce qu'on est un être humain vivant. Alors, je pense sur le principe, c'est toujours une idée intéressante, si ce n'est que aujourd'hui, avec les gouvernances qu'on a actuellement, si ça vient d'un gouvernement, ça me ferait extrêmement peur. Je ne souhaite pas le revenu de base géré par des gens qui sont contrôlants et voire peut-être quelque chose de proche du totalitaire, parce qu'ils vont couper le robinet quand ils veulent, s'ils vont utiliser ça comme un instrument de contrôle. Mais si on a effectivement un système de gouvernance qui est au service de l'ensemble, je pense que ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait intéressant. Que là c'est vraiment quelque chose qui pourrait accélérer les choses et permettre effectivement à ce que les êtres humains fassent beaucoup plus des choses qu'ils aiment faire plutôt qu'ils, encore beaucoup trop, fassent des activités qu'ils n'aiment pas. Et ça demanderait peut-être de revaloriser aussi peut-être des activités peu attrayantes, de les rendre plus attrayantes dans les conditions de travail, des choses comme ça. Peut-être dans la manière dont on accueille les gens, on les fait grandir avec l'entreprise, tu vois, plutôt que ce soit des pions. Donc je pense que ça amènerait bien d'autres choses par ricochet.
Voilà, donc ça, je pense que c'est une initiative intéressante, mais je crois que juste là maintenant, on n'est plus mûr pour ça, pour l'instant, en tout cas dans les conditions actuelles, ou alors ça se fait en petit comité. Je sais que ça existe à 2 endroits, qu'ils essaient de faire un petit comité entre eux pour tester ça aussi. Et là, c'est un peu différent, quoi. Mais après, je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives, tu vois, d'éco-villages, d'oasis, d'endroits où on se met ensemble, c'est de fonctionner ensemble et tout. Et je trouve que c'est plutôt encourageant. Je trouve juste dommage que pour certains nombre d'entre elles, il y a une sorte de rejet de l'argent parce que il y a souvent derrière un rejet du capitalisme, un rejet de quelque chose. Ça part souvent d'un lieu de contre quelque chose plutôt que du pour quelque chose. Et que ce que je peux voir pour un certain nombre d'entre elles, ça se passe pas si bien que ça, parce justement il y a un conflit intérieur, il y a une guerre intérieure et que ça se manifeste à l'extérieur. Donc, mais je pense que l'idée de ces projets elle est vraiment excellente et que ce cheminement intérieur, tout le monde devrait le faire dans ces lieux-là pour que ça se passe mieux. Je pense, et pour qu'on apprenne à se dire les choses, qu'on apprenne à dans le vivre avec, tu vois. Et ça demande un peu de compétences pour ça aussi, de savoir-faire et savoir-être évidemment. Et s'il y avait ce revenu de base, est-ce que justement ça nous enlèverait pas tout cette si tant est qu'on fasse ce chemin, ouais, ça nous enlèverait pas ce chemin justement d'aller visiter nos peurs, visiter et nous apporter plus d'amour, quoi, parce qu'on parle beaucoup d'amour finalement en fond depuis le début, que ce soit à travers la relation à soi, la relation au couple. Ouais, mais je crois que la vie est suffisamment bien faite pour qu'elle va de toute façon nous amener là où on a à aller visiter nos peurs. Tu vois, c'est pas parce que même l'idée du revenu de base qu'a présenté tel que je l'ai vu, c'est pas pour vivre confortablement avec le grand luxe matériel, pas du tout. Mais en tout cas pour avoir le minimum. Mais à un moment donné, tu vois, l'interrelationnel va toujours exister. Il y aura encore des maladies avec les peurs qui sont associées derrière. Il y aura encore des conflits de personnes, différents endroits. Donc, il y aura encore suffisamment d'endroits où on aura l'occasion de progresser, d'avancer, pour on va pas arrêter de cheminer comme ça, juste à cause de ça. Oui, non, mais voilà, c'était un questionnement que j'avais, mais je me dis qu'effectivement, ça peut amener peut-être à un endroit une sécurité qui permet peut-être justement d'aller vers de la joie dans certains espaces. Et ça peut être pas plus mal. On arrive bientôt pas loin de la fin. Ouais, comment pacifier sa relation à l'argent? Comment on va beaucoup, voilà, t'as parlé d'amour. Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il y a des éléments clés pour aller dans ce sens-là? Alors pour moi, il y a plusieurs choses. Bon, ça commencera déjà par l'observation. Comme j'ai dit tout à l'heure, si je vois pas que je suis pris dans un piège, je vais pas m'occuper du piège. Donc plus j'apprends à m'observer, il s'agit d'argent, que ce soit à travers mes pensées, les discussions, les échanges, la valorisation de ce que je fais, la manière dont je fais des achats ou pas, je me fais plaisir ou pas, etc. On va commencer à mieux s'observer, à mieux se comprendre et à mieux comprendre au-delà du rapport à l'argent, le rapport de moi à moi et de moi aux autres déjà. Parce que ça parle beaucoup de ça finalement. Et puis j'aime bien aussi des fois de poser la question aux personnes, si l'argent n'était pas une question dans votre vie, que feriez-vous de votre vie aujourd'hui? Et puis regardez la différence entre ce que vous feriez et ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. Et en fonction du gap, plus le fossé est important, plus l'écart plutôt est important, plus ça montre qu'on donne un pouvoir à l'argent de m'empêcher de vivre ça. Et je trouve ce serait intéressant d'aller voir qu'est-ce qui fait que je donne tout ce pouvoir-là et comment je peux me libérer et reprendre ce pouvoir en moi, parce que c'est beaucoup de ça qu'il s'agit. Se reconnecter à mon pouvoir intérieur, puis cesser de donner un pouvoir à l'extérieur là où il n'y a pas de raison de le donner. Et sur l'argent, c'est clairement le cas. Et donc, si tu veux, c'est ça, je pense, c'est un bon point de départ. Et puis d'aller effectivement voir son histoire familiale, d'aller voir est-ce que je suis aussi pris dans des pièges de loyauté qui fait que ça m'empêche de me déployer. Ça m'empêche d'évoluer, ça m'empêche de m'ouvrir à l'abondance de la vie, parce que je crois vraiment que la vie est abondante par définition. Quand je dis abondante, c'est autant de l'amour, c'est des paysages magnifiques, c'est s'émerveiller devant une fleur. Là, je regardais tout à l'heure, j'arrosais le jardin ce matin, je m'arrêtais, je dis, qu'est-ce qu'elles sont belles ces fleurs, certaines, c'était juste merveilleux, tu vois, et c'est pas parce que je les vois tous les jours, je peux pas m'émerveiller tous les jours, quoi. Je pense que cette capacité d'émerveillement, de voir le beau et fait une réelle différence dans notre vie, tu vois, et ça, c'est pas une question d'argent, hein. J'ai vu il y a même fois des multimillionnaires qui sont juste dans le manque, qui n'arrivent pas à voir ça, et d'autres qui le voient très bien alors qu'ils n'ont pas spécialement d'argent. Donc, je pense que ça fait vraiment des différences dans notre vie. Donc, voilà, c'est vraiment d'apprendre encore une fois, à se dire, et si je me comportais avec moi comme quelqu'un, comme un être d'amour, comment je me comporterais autrement aussi? Qu'est-ce que je ferais autrement? Et peut-être que ça peut vouloir dire, peut-être que je lâcherais ce travail parce que je souffre quand même beaucoup. Ça fait longtemps que je souffre. Peut-être que ce serait bien que je me mette en chemin, même si ça me fait peur.
Tu vois, peut-être que je dirais tiens, ben, peut-être je m'autoriserais peut-être à m'autoriser un peu plus de confort, sur certains aspects qui peut être sur la nourriture, prendre des soins, différentes choses. Voilà, plutôt que d'être dans le dur tout le temps. Tu vois, donc je pense à travers ces questionnements-là, on va déjà pouvoir mettre quelques actions en place. Puis je pense que c'est important de commencer par des petites actions régulières et suivies, avant d'en ajouter, parce que très souvent on veut commencer tout de suite par des grosses choses et puis on se décourage très vite. Je crois vraiment quand les petites actions répétées amènent d'autres petites actions répétées qui fait que in fine il y aura un gros changement dans notre vie, alors que c'est parti que par de petites choses. Ouais, moi je crois que la première petite chose que je fais là depuis quelques jours en ayant lu ton livre, c'est il y a un chapitre sur dépenser versus investir. J'ai trouvé juste ce titre en fait super intéressant, parce que maintenant je me dis qu'à chaque fois que je sors de l'argent pour acheter quelque chose, quoi que ce soit, je me dis en quoi j'investis plutôt que de dire en quoi je dépense, et je trouve que c'est un switch qui est super intéressant. On part de sa plénitude plutôt que du manque, et rien que ça, c'est puissant. C'est vraiment ça, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment ça. Et tu sais, moi-même, la manière de faire les paiements, pendant longtemps que j'étais peur, quand je faisais mon soir, le soir paiement, j'avais la boule à l'estomac, que maintenant que je fais un paiement, je suis plutôt en train d'honorer ce que les personnes m'ont apporté, tu vois. Et c'est une manière d'honorer que je suis contente pour donner en retour pour ce que j'ai reçu. Ben, le gars, tiens, je viens de payer hier le gars qui est venu réparer mon Wi-Fi. J'étais tellement contente pour le payer, d'avoir mon Wi-Fi fonctionne bien, ça change comme ma vie, et j'étais très heureux de le payer. Ça m'a mis en joie de le payer. C'est pas, alors qu'avant, je voyais de l'argent qui foutait le camp. Maintenant, je vois plus un donner à mon tour. J'ai reçu, je donne aussi à mon tour de cette manière-là. On peut bien sûr donner d'autres manières qu'avec l'argent, et heureusement d'ailleurs, mais aussi avec l'argent. Ouais, j'entends l'énergie aussi. J'aime bien toujours laisser un petit mot de fin à mon invité, ou une réflexion, ou un partage, un coup de cœur. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager? Ben, moi, j'aime bien rappeler que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer, pour nous empêcher d'offrir la pépite qui est au fond de chacun d'entre nous. Alors, si c'est le cas, ben, je pense que ça vaut la peine d'aller un peu s'intéresser à ce rapport à l'argent. Et je dis pas ça pour que les gens viennent à moi, ils iront où ils iront, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'ils offrent leur pépite. C'est ça qui est important. Et parce que j'ai une croyance derrière tout ça, j'ai la croyance que plus nous serons nombreux à faire ce que nous aimons, mieux notre société se portera. Parce que je crois qu'au fond, on aime tous avoir affaire à des gens qui ont le sourire, qui aiment ce qu'ils font, qui sont heureux, joyeux, plutôt que des gens qui tirent la gueule. Et je regrette profondément pour ceux qui tirent la gueule. Donc voilà, faisons en sorte de chacun à notre tour rendre ce monde un peu plus joyeux en donnant l'exemple, et en s'autorisant à contribuer, à offrir, à rayonner, puis j'allais dire plutôt à rayonner pleinement qui nous sommes, quoi. Il n'y a pas à demi-rayonner, à quart rayonner, à faire de l'ombre aux autres. C'est juste nos peurs. Il y a juste à rayonner pleinement, et ça donnera envie à d'autres de faire la même chose, probablement. Merci Christian pour ces mots que je partage, pleinement. Donc pour rappel, tu as écrit un livre qui s'appelle Ce que l'argent dit de vous, disponible dans toutes les bonnes librairies. Les gens peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux, j'imagine, et sur ton site, s'ils sont intéressés par des ateliers. Oui, il y a autre chose. Tout à fait. Donc j'ai écrit 5 livres en l'occurrence, et le 5e sort fin août 2024. Okay. Ça sera l'argent. Et si on parlait cash, l'argent pour les adolescents. Okay. C'est une commande qu'on m'a fait. J'ai pas prévu d'écrire un livre là-dessus, mais je trouve que ça avait du sens de peut-être donner déjà quelques conseils, en tout cas un regard différent déjà rapidement, pour éviter aux jeunes, en tout cas à certains d'entre eux, de tomber dans les pièges dans lesquels nous sommes tombés, moi le premier. Voilà. Donc, ok, ça. Écoute, à l'heure où on enregistre, nous sommes en juillet, et il sortira début septembre. Ce sera le premier épisode, donc ça sera accompagné par ta sortie. En tout cas, merci beaucoup, Christian, d'avoir répondu à cet appel. Ça me touche. Et merci pour tes lumières et pour ta présence et pour ce que tu es. Et puis, écoute, je te souhaite une bonne continuation. Merci Loïc pour l'invitation. J'ai pris beaucoup de plaisir à être avec toi, en tout cas. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités,
n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, Domahome Podcast, tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.